Dimanche 23 août 2020, il est 13 h, vous êtes sur la première chaîne ivoirienne, merci d'être au rendez-vous. Le président Alassane Ouattara a été investi hier samedi candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre prochain. L'investiture a eu lieu au stade Félix Houphouët-Boigny en présence des cadres du parti et de plusieurs milliers de militants et de sympathisants. Nous reviendrons sur cette cérémonie en tout début de journal. Les professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire en ordre de bataille contre le coronavirus. Leur contribution dans la lutte est le combat qu'ils mènent contre la propagation des fausses informations. Après plusieurs semaines de fact-checking, ils ont rédigé un rapport final dénommé Ivoire Check Covid-19. Une délégation ouest-africaine conduite par l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan est arrivée hier à Bamako, au Mali. Elle s'est en premier lieu entretenue avec les dirigeants de la junte militaire, puis les envoyés de la CEDEAO ont échangé dans la soirée avec le chef de l'État déchu, Ibrahim Boubacar Keïta. Le paludisme est une maladie causée par des parasites qui sont transmis à l'homme par des piqûres de moustiques femelles de l'espèce Anophèle infectée. Le paludisme est évitable, on peut en guérir, mais il est potentiellement mortel. Le nombre estimé de décès imputables au paludisme s'est élevé à 405 000 en 2018. Les symptômes apparaissent généralement au bout de 10 à 15 jours après la piqûre du moustique. Quels sont ces symptômes et à quel moment le paludisme peut-il évoluer vers une affection sévère? Quel est le point de la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire? Ces questions, nous allons les poser à Dr Tanomea Antoine, le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour docteur. Bonjour M. Nza. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci à vous aussi de nous inviter. Et à tout à l'heure. Merci. Dans 30 minutes. D'ici là, je vous amène au plateau, la commune du plateau où le président Alassane Ouattara a été officiellement investi hier samedi et candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. La cérémonie a eu lieu au stade Félix Houphouët-Boigny où s'étaient réunis des milliers de militants et sympathisants de son parti. Jérôme Kofi Abola était l'un de nos reporters sur place. Son témoignage. Le Félicia, autrement dit le stade Félix Houphouët-Boigny, ce samedi plein à craquer. L'événement majeur, objet de cette grande mobilisation, est l'investiture du candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Cette mobilisation nettement visible, avec l'ambiance de l'arrivée du candidat choisi par le mouvement oufouettiste, en la personne du président Alassane Ouattara. On le voit aussi avec l'exultation de la foule quand les ayants droit à la parole ce jour, à savoir Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, Raymond Goudou Kofi du conseil politique du RHDP pour la lecture de la résolution de la désignation du candidat, Henriette Dagri-Diabaté, première vice-présidente du RHDP et le président Alassane Ouattara, le candidat choisi, se succèdent les uns après les autres pour s'adresser aux militants et sympathisants présents. Une ambiance à l'allure festive tout au long de la cérémonie qui a été l'occasion pour certains de chanter et même d'exécuter des pas de danse. À travers le choix du lieu, c'est-à-dire le stade Félix Houphouët-Boigny, le RHDP entend restaurer et préserver les valeurs qui incarnent l'oufouettisme, notamment le développement, la paix et le vivre ensemble. À travers ce choix du stade Félix Houphouët-Boigny pour l'investiture du candidat Alassane Ouattara et avec cette mobilisation, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se veut plus que jamais galvanisé et confiant pour la victoire de son champion au soir du 31 octobre 2020. Pour le RHDP, la présence massive du public à cette cérémonie d'investiture montre bien qu'il s'agit d'une autre page de l'histoire du succès de la Côte d'Ivoire, certainement l'une des plus belles, déjà rêvée par feu le président Félix Houphouët-Boigny, qui s'écrit aujourd'hui avec ses héritiers et à la tête desquels le président Alassane Ouattara. De son côté, Viviane Aïma revient, elle, sur les différentes interventions lors de cette cérémonie d'investiture du candidat du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie
et la paix. Comme pour paraphraser un élu et cadre politique, le RHDP, tel un fleuve tranquille jusque-là, est sorti de son lit ce samedi 22 août pour démontrer la forte adhésion populaire des Ivoiriens à la candidature du président de la République Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Conformément à la mesure en vigueur, le gigantesque rassemblement avait lieu dans l'enceinte du stade Houphouët-Boigny qui affichait complet. Devant la frénésie et la détermination des militants, heureux de pouvoir donner la réplique aux manifestations de ces derniers jours, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, s'est fait le porte-parole de cette fougue militante. Monsieur le Président, ils sont tous là! Ils sont tous là! Ils sont tous là! Ils sont là pour vous prouver leur indéfectible attachement, leur soutien et vous démontrer que vous avez eu raison, Monsieur le Président, de répondre oui, 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 oui. Ce grand rassemblement avait pour objectif l'investiture du candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre. Il y a eu la lecture de la résolution du Conseil politique du RHDP désignant le candidat du parti. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République, président du RHDP, est le candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Puis l'investiture du candidat par la première vice-présidente du parti, le professeur Henriette Dagri-Diabaté. Conformément aux dispositions des statuts du RHDP et à ma qualité de première vice-présidente du RHDP, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous investis ce 22 août 2020 comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Le candidat du RHDP pouvait dès lors s'adresser aux militants. Le président Alassane Ouattara, invitant à ses côtés les enfants de feu, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a tout d'abord rendu hommage à celui qui avait été désigné candidat du RHDP à l'élection présidentielle avant d'être fauché par la mort. S'adressant ensuite à la foule, le président Alassane Ouattara a salué la mobilisation et s'est expliqué sur les motivations qui l'ont poussé à accepter d'être candidat à la présidentielle du 31 octobre prochain. Je ne pouvais pas avoir meilleur témoignage que cette présence, cette mobilisation. Merci pour votre appel, merci pour votre affection. Je dois avouer que j'ai vraiment pris le temps de la réflexion. J'ai regardé la situation dans laquelle se trouve notre pays. Un contexte exceptionnel où la Côte d'Ivoire, à l'instar du monde entier, travaille à se relever des effets économiques et sociaux de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Un contexte exceptionnel où le terrorisme frappe à nos portes avec l'attentat terroriste de Kafolo en juin 2020 et bien évidemment dans les pays voisins. Je suis arrivé à la conclusion que je n'avais pas le droit de mettre mes projets personnels au-dessus de la situation d'urgence dans laquelle se trouve notre pays. C'est pourquoi, à mon âme et conscience, et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à votre appel. Saisissant l'occasion de cette adresse aux militants de son parti, le président Alassane Ouattara a renvoyé l'ascenseur à ses détracteurs. Certaines voix se sont élevées il y a quelque temps
contre ma décision de candidature avec une interprétation erronée de la Constitution de la Troisième République. Mais ils oublient que c'est moi qui ai initié la Troisième République. S'il n'y avait pas eu la Constitution de la Troisième République, personne n'aurait pu être candidat. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Koudou-Babo. Voilà. Donc la Troisième République donne cette possibilité à tous, à condition de respecter toutes les autres conditions par ailleurs. Donc ils arrêtent d'intoxiquer les Ivoiriens. Qu'ils arrêtent de créer la violence. Mais voyez-vous, la Constitution, elle a été votée par le peuple, ça veut dire par chacun de nous. Mais le 31 octobre, mais allons-y aux élections. Et le peuple de Côte d'Ivoire choisira. On n'a pas besoin d'aller mettre des troncs d'arbres, de casser des bus, de brûler des maisons pour empêcher quelqu'un d'être candidat. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils ont peur. Ils ont peur. Oui, parce qu'ils savent que ils ont peur. Ce sont des peureux. Autrement, allons-y aux urnes. Il a appelé les militants du RHDP à croire en la victoire de leur candidat au premier tour et à voter massivement. Le RHDP a toutes ses chances, les a-t-il assurés. Je suis confiant que le 31 octobre 2020, nous ferons un coup KO. Un coup KO. Et ils le savent. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes là. Vous êtes là. Le RHDP est le seul parti depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny qui a un bilan qu'il peut présenter aux Ivoiriens. Je vais vous donner une bonne nouvelle. Grâce à votre soutien, votre mobilisation, nous avons obtenu le parrainage nécessaire. Oui, ce parrainage est compris normalement, vous le savez, c'est 1% des électeurs dans 17 régions ou districts, c'est-à-dire entre 35 000 et 75 000. Mais grâce à vous, votre candidat Alassane Dramane Ouattara a obtenu 1 million de parrainages. 1 million. 1 million de parrainages. 1 million de parrainages. Grâce à vous. Grâce à vous. Alors avec un tel parrainage, je m'attends à une victoire éclatante dès le premier tour. Après son investiture en apothéose ce samedi 22 août, le candidat du RHDP a annoncé que le dépôt de son dossier de candidature à la CEI se fera au cours de la semaine à venir. Ces gonflés à bloc et sûrs de leur victoire que les militants RHDP regardent désormais l'avenir. Ils étaient donc plusieurs milliers à prendre part à cette cérémonie d'investiture. Quelques-uns de ces militants et sympathisants venus de toute la Côte d'Ivoire se sont exprimés à notre micro. Je vous propose d'écouter ces réactions rassemblées pour vous par l'ensemble de nos reporters sur place. Aucun qualificatif ne peut traduire ce à quoi nous venons d'assister.
une mobilisation sans pareil, une mobilisation extraordinaire. Cette ferveur de la jeunesse que vous avez vue partout, c'est-à-dire que le choix est fait. Félicitations aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Il faut célébrer la paix, célébrer la démocratie et surtout soutenir notre candidat. Tout a été dit par le président de la République. Il faut agir dans le sens de l'union, de la fraternité et penser à l'avenir de ce pays, penser développement. Quand ce monsieur est venu, il est en train de développer notre pays. Alors moi, je leur demande pardon de s'asseoir tout ce qui est en train de se passer et de regarder tout droit devant nous parce que la Côte d'Ivoire est convoitée par tout le monde. Alors qu'on se calme pour que la paix que Houphouët-Boigny nous a léguée, que nous pouvons profiter de ça. C'est sa première candidature de la 3e République. Nous sommes prêts pour notre candidat, pour le faire gagner le 31 octobre. Il y a un développement qui s'est fait, un développement qui doit se poursuivre. Il y a la paix qui est là, elle doit perdurer. La Côte d'Ivoire a besoin de paix et de développement et le président Ouattara est le mieux placé pour le faire. Le RHDP est une famille de rassemblement et c'est une famille ouverte à tous et tout le monde a sa place au sein du RHDP. Nous sommes reconnaissants au président Alassane Ouattara qui en l'espace de 9 ans a changé la face de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les fruits de la croissance de la Côte d'Ivoire sont partagés dans tout le pays. Nous avons fait des kilomètres venus soutenir le président Alassane Ouattara. Nous avons souhaité et il a accepté. Donc c'est fait normal qu'on soit là. C'est un grand jour pour nous tous. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le RHDP, mais pour la Côte d'Ivoire tout entière. C'est fou. Alassane Ouattara, le 31 octobre au soir, c'est un coup KO. Dès aujourd'hui, nous allons investir les villages pour porter le message de la paix, le message du développement, le message de la stabilité de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique avec Alassane Dramane Ouattara. Nous constatons aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui donne sa confiance, redonne sa confiance à Alassane Ouattara. Et c'est la preuve de ce que le président a fait. Ce sont des valeurs qui motivent cette mobilisation de la jeunesse donc ivoirienne, du peuple donc ivoirien, qui a décidé de se mettre au travail, donc aux côtés d'un homme qui a une vision. Démontrer à la face de la communauté nationale et internationale que la majorité silencieuse, la majorité responsable, la majorité tournée vers le développement, c'est celle qui est là. Toute la jeunesse entière est aujourd'hui déterminée à faire en sorte que les élections du 31 octobre, nous puissions sortir victorieux. Cette cérémonie était donc un moment de communion, des retrouvailles de militants avec leur candidat Alassane Ouattara, celui qui va représenter le RHDP à la présidentielle de 2020. Éric Goré, lui, nous dit que le rassemblement d'hier était plus qu'une fête pour ces hommes et femmes qui ont répondu présents à l'appel de leur parti. Marée humaine ce samedi 22 août. Au moins 100 000 personnes sont allées être témoins de l'événement. Restés dehors, des milliers de jeunes n'ont pas eu accès au stade Félix Houphouët-Boigny. Preuve qu'ils n'ont pas été contraints. Ils sont là de leur propre gré. Nous avons voulu sortir et nous nous sommes donné les moyens de sortir. Vous avez vu la grande mobilisation. Regardez celles qui ne pouvaient même pas contenir le stade Houphouët-Boigny. Mais regardez aussi autour du stade Houphouët-Boigny. On a parlé de 100 000, mais on est au-delà de 100 000. Dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny, les tribunes sont noires de monde. La pelouse également. De là où il se trouve, Félix Houphouët-Boigny doit être fier de savoir que 27 ans après son décès, ses actions sont pérennisées. Le président Alassane Ouattara descend à Houphouët-Boigny. Pourquoi il a bien gouverné ce pays. Mobilisation exceptionnelle qui fait automatiquement penser à une démonstration de force du RHDP. D'où le slogan « Un coup KO ». Un coup KO, nous battrons, quel que soit l'adversaire, au premier tour. La CEI a demandé 1% du parrainage. Mais le RHDP a fait 1 million de parrainages. Nous assistons à plusieurs scènes qui ressemblent à des pièces théâtrales avec une cohérence parfaite.
Ougon Koulibaly a plané sur le lieu de la cérémonie. Un hommage lui a été rendu au cours de cette investiture. Écoutez, Monsieur le Président, il parle. Mais, Monsieur le Président, ils peuvent parler. Nous avons un bilan positif, très positif, celui du président Alassane Ouattara. On change de page. On change de page de la politique, on passe à l'agriculture. Au niveau de la culture du coton, la mutualisation de la production des semences a été décidée. C'est d'ailleurs un des axes essentiels de la réforme de la filière. Lors de la dernière réunion bilan des acteurs du secteur, il ressort qu'une production record de 21 000 tonnes a été enregistrée cette année par rapport à la campagne 2018-2019. On en sait plus avec Noël Niagno. La filière coton a réalisé une production record de 490 442 tonnes de coton-graines contre 469 000 la campagne précédente. À l'origine de cette performance, la qualité de la semence produite. En référence, son taux de germination. Il est supérieur à 60% contre 40% la campagne précédente. Comment pérenniser cette performance, voire l'améliorer et porter le taux de germination à plus de 70%. Pour mieux tisser cette toile, les acteurs de la filière se sont retrouvés à l'effet d'examiner et mieux coordonner le processus de mutualisation de la production de semences. L'axe 4 de la réforme de 2014. 3 sociétés sont en charge de cette activité, Ivoire Coton, COUI-CSA et Secosa. Que retenir des heures de change après? Bien que nous avons eu encore des difficultés liées au climat, nous avons pu adapter un tant soit peu les dispositifs de stockage. Donc nous avons eu une progression au niveau de la qualité. De 40, nous sommes maintenant à une moyenne de plus de 60% comme taux moyen de germination. Et l'objectif, c'est davantage d'améliorer. Les tenues de M. Ambroise Sénéra. En tout cas, Sénéra, ils ont fait un bon travail sur le terrain. Et puis l'équipe d'Alter Coton, qui suivit le producteur directement, ils ont fait un bon travail. Notons que 25 000 tonnes de semences ont été produites à temps et les producteurs ont été approvisionnés en qualité et en quantité. Cette production a ainsi comblé les besoins du bassin cotonnier avec un meilleur contrôle des variétés cultivées. Un reportage signé Noël Niagno. Noël Niagno qui est au service économie de la rédaction de RTI 1. Je vous le disais en titre, une partie de la délégation de la CEDEAO qui est à Bamako a pu rendre visite au président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par des militaires. Selon la CEDEAO, au Mali, rien n'est encore définitivement arrêté, mais l'intégrité physique du président renversé doit être respectée. La junte et la CEDEAO vont poursuivre encore pendant 48 heures leurs discussions sur le sort d'Ibeka. La délégation a également rendu visite au Premier ministre à Bobo Cissé et à une vingtaine d'autres détenus militaires et civils, dont le président de l'Assemblée nationale dissoute, Moussa Timbine. Le coronavirus continue de sévir, mais la maladie n'empêchera pas le déroulement de l'enquête sur la balance des paiements 2019. Elle aura bel et bien lieu. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a trouvé la parade. En collaboration avec la BCEAO, elle va informer en ligne les différents acteurs impliqués dans le processus. Cette enquête va fournir à la Côte d'Ivoire les informations nécessaires pour une meilleure compétitivité de son économie. Les précisions de Jean-Jacques Kouaméala. Sont concernés par cette enquête sur la balance des paiements mise en ligne sur le site web du Trésor public, les opérations effectuées par les structures étatiques institutionnelles, administratives et monétaires, les intermédiaires financiers, les acteurs du secteur privé, les partenaires au développement, les représentants des organisations internationales et ONG internationales. L'objectif est de fournir des informations statistiques pour une meilleure interprétation de la balance des paiements. Chaque année, pour un pays donné qui est ouvert sur l'extérieur, nous échangeons. Donc pour la Côte d'Ivoire, par exemple, nous vendons le cacao. Donc ça, c'est ce qui nous permet d'engranger des devises, donc de la monnaie étrangère. A contrario, nous importons. Par exemple, nous importons des machines, nous importons des véhicules. Là, ce sont des opérations qui permettent de sortir donc, des devises. Comment retracer l'ensemble de ces opérations? Donc l'outil de référence, c'est la balance des paiements, et qui permet donc de savoir, pour une économie donnée,
quelles sont les relations qui ont eu lieu avec le reste du monde. Nous exhortons les opérateurs économiques, malgré le contexte sanitaire, effectivement, de bien vouloir répondre aux questionnaires qui ont été envoyés par la BCEAO et de les retourner et dans les mêmes conditions à la Banque centrale pour que la balance des paiements soit élaborée avec des données très fiables. Après un taux de réponse de 88,9% en 2018, un record de 93% a été atteint en 2019 à l'issue de l'enquête de collecte de données nécessaires à l'établissement de la balance des paiements 2018. Les données ont permis d'enregistrer un solde de la balance des paiements excédentaires à 284,6 milliards de francs CFA, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, en 2018, a vendu plus de produits à l'étranger qu'elle en a acheté. Vient à la crise sanitaire mondiale, le chapitre coronavirus. Rien ne freine l'ardeur du virus. La maladie continue de se propager, elle continue de tuer. 23 120 000 malades, 802 000 morts à travers le monde. La Côte d'Ivoire a enregistré 64 nouveaux malades de Covid ces dernières 24 heures et un décès supplémentaire. Le pays compte à ce jour 17 374 personnes touchées par la maladie, 113 décès à déplorer, mais 15 106 patients ont pu vaincre la maladie. Le virus circule toujours dans la population. Vous pouvez limiter son avancée, mais seulement en respectant les gestes barrières. En Italie, la barre des 1000 nouveaux cas de contagion en 24 heures a été dépassée hier samedi. 1071 cas et 3 décès pour être précis. Dans ce pays de 60 millions d'habitants, relativement épargné par la résurgence estivale de l'épidémie de Covid-19, désormais toutes les régions sont touchées. Les cas enregistrés depuis ces derniers jours sont essentiellement ceux de jeunes asymptomatiques de retour de vacances et qui ne doivent pas être hospitalisés. Mais les autorités s'inquiètent d'une dégradation beaucoup plus importante, notamment dans la région de Rome, d'ici la fin août, lorsque tous les joyeux vacanciers rentreront. Les fake news sont une entrave à la lutte contre le virus. Le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire a pensé à réaliser un projet pour justement lutter contre les fausses informations sur la pandémie de Covid-19. Le réseau a présenté cette semaine le rapport final du projet dénommé Ivoire Check Covid-19 en présence de Sidi Touré, le ministre de la Communication et des Médias. Sur les 35 articles de fact-checking publiés par le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire sur 3 mois, 50% portent sur des propos faussement attribués à des personnalités et des affirmations inexactes ou des publications sans preuve. En plus, 30% des fausses nouvelles ont été publiées par des médias traditionnels et 70% sur les réseaux sociaux. C'est entre autres ce qu'il ressort du rapport final du projet Ivoire Covid-19 Check qui vise à contrer les fausses nouvelles. On a constaté également que sur notre segment, donc celui de la communication et de l'information, il y a pas mal de fausses informations qui perturbaient les populations, qui perturbaient le public, qui par moments se référaient à nous pour différencier la bonne information de la mauvaise, etc. etc. Donc nous avons eu l'idée, parce qu'on a un observatoire déjà qui travaille à scruter tous les sites d'information chaque jour au quotidien pour pouvoir démêler les fausses informations des vraies, etc. etc. Donc on a dit qu'il fallait prolonger les activités de cet observatoire des médias numériques de Côte d'Ivoire sur ce segment-là, spécifique avec la thématique de la Covid. Donc on a monté le projet qui a été présenté à l'UNESCO, qui a vraiment trouvé que c'était un projet pertinent, qui méritait d'être soutenu et c'est ce qui a été fait. Les articles, rapports hebdomadaires de monitoring, flash info, infographies ou encore les caricatures ont permis de toucher près de 2 millions de personnes. Le réseau ambitionne de l'étendre sur la période électorale. Cette initiative qui a permis d'apporter des rectificatifs appropriés aux fake news est bien appréciée du ministère de la Communication et des Médias. Il est quand même assez surprenant de constater que des personnes profitant de cette maladie sérieuse passent de mauvaises informations. Pour quel objet, nous ne le savons pas. Mais fort heureusement, nous avons ces mousquetaires, je pourrais les appeler comme ça, qui nous ont accompagnés durant la période pour défaire ces fausses informations qui nous ont permis de donner la bonne information aux populations pour qu'ils puissent se prémunir, puissent se protéger et aussi protéger les autres. Créée en 2006, la REPRELSI, fêtière des médias numériques ivoiriens, s'est donnée pour mission d'organiser, structurer et promouvoir la presse numérique en Côte d'Ivoire.
Pendant que le monde entier se bat contre le coronavirus, le paludisme, de façon silencieuse, continue son petit bonhomme de chemin. La lutte à ce niveau-là aussi se poursuit et elle est intense. C'est justement le thème du magazine de ce dimanche. Et notre invité est le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, Dr Tanomea. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. On va d'abord suivre ce reportage que nous propose Salima Toudia. Puis vous nous direz tout sur tout ce que vous faites pour lutter contre le paludisme. Deuxième stratégie de lutte efficace contre le paludisme, la pulvérisation intradomiciliaire consiste à appliquer un produit insecticide à effet rémanent sur les murs et toitures d'intérieur d'une maison, pouvant servir de lieu de repos des moustiques. Son efficacité est prouvée et la Côte d'Ivoire, qui compte bien éliminer le paludisme, a opté pour cette nouvelle méthode. La Côte d'Ivoire est stratifiée en 4 régions sanitaires en fonction de l'endémicité des régions. Et Sakassou et Nassien font partie des régions à forte endémicité. L'OMS recommande cette nouvelle méthode complémentaire à l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. L'OMS a recommandé cette stratégie parce qu'elle est efficace à plus de 85%. Il faut une couverture de plus de 85%. Et elle permet de réduire donc, de manière drastique la charge de la morbidité liée au paludisme. La stratégie a fait déjà ses preuves au Rwanda, au Sénégal et à Madagascar. De 3 440 décès en 2016, la Côte d'Ivoire passe à 1 641 décès en 2019, des progrès enregistrés. Docteur Tanomea, dites-nous, qu'est-ce que c'est que le paludisme? Le paludisme, merci beaucoup, merci de nous donner l'occasion de parler du paludisme. Je voulais d'abord dire merci à M. le ministre qui nous permet de parler ce matin, le ministre Akaouele. Le paludisme, c'est une maladie parasitaire due à un parasite qu'on appelle le plasmodium. Et ce plasmodium-là est transmis à l'homme par le moustique, qu'on nomme déjà anophèle, et donc la femelle de l'anophèle femelle infectée. Infectée. Voilà, donc il faut que l'anophèle femelle soit infectée. Et donc c'est au cours de son repas sanguin qu'il transmet le parasite à l'homme. D'accord. Et à quel moment on dit qu'on a le paludisme? À quel moment je peux me dire ça peut être le paludisme que j'ai, il faut que j'aille faire voir à l'hôpital? Devant des signes que vous allez présenter devant l'agent de santé. Soit ça peut être une fièvre, ça peut être des céphalées, des vomissements chez l'enfant, on peut penser même on peut voir même une diarrhée. Mais devant ces signes, l'agent de santé va penser à un paludisme. Mais quand ce n'est pas un paludisme, il va confirmer ce cas-là par un examen qu'on appelle le test de diagnostic rapide au bout des doigts, ou bien le faire avec une goutte épaisse, c'est-à-dire la goutte épaisse et goutte épaisse frottie. Et donc, c'est après confirmation. Quand cet examen revient positif, en ce moment-là, on déclare que ce malade-là a le paludisme. Désormais, l'OMS estime qu'on ne doit plus dire qu'on a le paludisme sans confirmation. Dès qu'on a une fièvre, non, ce n'est pas tout de suite voilà, c'est pas, non, il faut confirmer le cas avant de dire que c'est un paludisme. Est-ce que parmi les symptômes, il y a aussi les courbatures, les transpirations répétées? Oui, il y a des courbatures. Il y a des courbatures, parce que les signes sont multiples. Mais les signes les plus habités, c'est la fièvre. Le premier signe, c'est la fièvre. Quel est l'état des lieux de la situation du paludisme ici, en Côte d'Ivoire? Comme le disait tout à l'heure dans l'émission, le paludisme est en régression. Mais demeure toujours la première cause de consultation en Côte d'Ivoire. Parce que ça représente toujours 33%. On est passé de 50% à 33% le motif de consultation. Et donc, tout à l'heure, on disait, la mortalité du paludisme a baissé de 50% en 3 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, on était à 3332 en 2017. Aujourd'hui, nous sommes à 1641. Et cette régression de la mortalité continue. Ça, c'est le nombre de morts par an. Le nombre de morts par an. Oui. Et donc, ça dit que cette régression des décès continue, même en 2020 encore, continue de régresser. Et aussi, là où on a vu qu'il y a une bonne régression, il y a une bonne prise de conscience de la population aussi, c'est le taux d'utilisation des moustiquaires. Elle était de 33% en 2012, aujourd'hui on est passé à 63%. Il y a une bonne progression, mais on n'a pas atteint encore le taux qu'il faut, parce qu'il faut atteindre 80% de la population doivent utiliser la moustiquaire. Et aujourd'hui, pour les populations qui sont situées à plus de 5 km d'un centre de santé, il y a plus de 10 000 agents de santé communautaires qui sont formés pour la prise en charge des enfants de moins de 5 ans. C'est ça qui nous permet d'avoir moins de cas de paludisme grave et moins de cas de décès.
Vous dites qu'on est à 60, un peu plus de 60% de taux d'utilisation de la moustiquaire, oui, alors qu'il en faudrait 80. Mais pourquoi on n'est pas à 80? Qu'est-ce qui fait le problème? Il faut dire que la population, c'est un changement de comportement. Un changement de comportement, il faut que la population y adhère. Souvent, la population a des préjugés pour l'utilisation des moustiquaires. Et non, nous continuons de sensibiliser la population à utiliser la moustiquaire. Comme le directeur de l'OMS disait tout à l'heure, la moustiquaire est le premier moyen de prévention de la lutte contre le paludisme. Donc, si nous dormons sur la moustiquaire, nous sommes sûrs de pouvoir éviter vraiment le paludisme. Le principal canal de transmission du paludisme, c'est donc la piqûre du moustique. Le seul canal, je devrais dire. Mais combien de types de paludisme il y a? Nous avons deux types de paludisme, le paludisme grave et le paludisme simple. Avant, dans la littérature, on disait paludisme, neuropaludisme, mais tout ça là qui est combiné, on dit paludisme grave et paludisme simple. D'accord. Et à quel moment il tue, le paludisme? Lorsque vous développez un paludisme grave, avec ses conséquences qui sont soit une détresse respiratoire, oui, ça peut être des crises convulsives, et trouble de la conscience, voire un coma, et avec une anémie grave, ce sont ces signes-là qui conduisent au décès. Et aussi, toutes ces détresses, toutes ces complications peuvent entraîner aussi des complications irréversibles. Les personnes peuvent avec vraiment des problèmes d'insuffisance rénale, des problèmes d'intelligence. Donc souvent, mais quand ça ne cause pas le décès, il y a des conséquences graves. Et les couches de la population les plus vulnérables? Ce sont les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans. Il y a aussi les personnes vivant le VIH et aussi les sujets neufs, c'est-à-dire ceux qui ne vivent pas dans les pays avec le paludisme. Et donc, personne n'est immunisé contre le paludisme? Non, ce n'est pas une maladie immunisante. Mais pourtant, il y a des drépanocytaires qui le font beaucoup moins. Oui, mais ils font quand même le paludisme parce qu'au fait, les drépanocytaires, je ne suis pas un spécialiste, mais ils ont des hématies en fossile. Donc, ils ne prennent pas beaucoup le parasite, mais ils font quand même le paludisme. Et il peut faire aussi des formes graves. Il faut donc qu'ils fassent attention. Il faut qu'ils fassent attention, oui. D'accord. Et la Côte d'Ivoire est un pays avec une plus grande résistance. Oui. Pourquoi? C'est la résistance des vecteurs aux insecticides. C'est-à-dire le moustique est devenu résistant aux insecticides. Le moustique est sensibilisé. Le moustique est sensibilisé parce que nous sommes un pays agricole. Et donc, nous utilisons les pesticides dans tous les champs que nous faisons, que ce soit les rizicultures, les champs de coton, même les champs de cacao, de tout ce qu'on fait, on utilise les pesticides. Donc, les moustiques ont été sensibilisés par ces pesticides. Et donc, le produit qui est utilisé dans les pesticides... Le DTT? Non, qu'on appelle les péritonides. D'accord. C'est de la même famille que l'insecticide qui est utilisé dans les moustiquaires. D'accord. Donc, ce qui fait que c'est ça. Donc, une fois qu'ils sont sensibilisés sur le même produit, la même famille, oui, ils deviennent résistants. Donc, certains moustiques, ces populations sont devenus résistants à ces péritonides. C'est pour ça que l'État de Côte d'Ivoire a identifié au niveau de la Côte d'Ivoire, les zones de la Côte d'Ivoire où la résistance est avérée. Donc aujourd'hui, on a... C'est ce que le ministère de la Santé a appelé stratifier la Côte d'Ivoire. Voilà, la stratifier la Côte d'Ivoire. Donc dans cette stratification, il y a des zones qui sont... Très endémiques. Des zones endémiques où il y a la résistance aussi des moustiques aux insecticides. Donc dans ces zones-là, ces populations vont bénéficier des moustiquaires qui sont efficaces sur les moustiques dans leurs différentes zones. Donc, on appelle les moustiquaires de seconde génération. Donc, ça, c'est la solution qui a été trouvée. Les moustiques sont désormais habitués aux insecticides. Alors, il faut avoir des moustiquaires imprégnés, spécialement conçus pour ce type de moustiques. Pour ce type de moustiques. Dans des zones précises, ce n'est pas toutes les zones. Ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça qu'on a stratifié. Donc, ça dit que, je donne un exemple, Abidjan peut recevoir une moustiquaire, mais Dabou peut recevoir une moustiquaire, mais ce n'est pas les deux types de moustiquaires. Parce que l'insecticide qui est défend, elle a dedans, est différent. Est-ce que les sujets qui font le paludisme sont exposés à un risque plus élevé de contracter le coronavirus? Non, parce que ce n'est pas la même chose. L'autre est un parasite et puis l'autre est une affection virale, l'autre est une affection parasitaire et les modes de transmission sont totalement différents. Mais si le paludisme et le coronavirus n'interagissent pas, c'est quoi le lien entre les deux? Le lien entre les deux, il y a un signe qu'on retrouve dans les deux cas, c'est la fièvre.
La fièvre est retrouvée dans le cas du coronavirus, mais en dehors de la fièvre, il y a d'autres signes qui sont la détresse respiratoire, la toux et tout ça. Mais dans le cas, du paludisme, c'est la fièvre, c'est l'anémie, les coups battus et tout ça. Donc ce sont ces signes-là qui sont là. Donc il faut faire un distinguo. Devant la fièvre, il faut aller à l'hôpital. Et la première chose à laquelle il faut penser d'abord au paludisme. Donc il faut confirmer le cas. Si on confirme le cas que ce n'est pas un paludisme, en ce moment on pourrait penser aussi à d'autres maladies. Mais quel est l'impact de la pandémie de Covid justement sur la lutte contre le paludisme? Mais il faut dire que l'avènement de la maladie à Covid-19 a impacté tout le ministère de la Santé, en passant déjà par une baisse de taux de fréquentation, des centres de santé. Et donc cela aussi a joué aussi sur le nombre de cas qui devaient venir à l'hôpital. Et donc, dès qu'il y a eu la reprise, la sensibilisation, on a eu beaucoup plus de cas de paludisme grave. Mais Dieu merci, les médecins, les agents de santé ont pu prendre en charge ces personnes-là et on a évité vraiment des cas graves. Revenons sur les zones endémiques. Vous avez dit qu'il y en a. Quelles sont les zones vraiment endémiques ici en Côte d'Ivoire? Je peux dire les zones les plus endémiques, on appelle hyper endémiques, on peut citer 9 régions qui sont la région de Ndéné-Guablé, oui, la région du Nzing, oui, la région du Bélier, et la région de... il y a le Bonkani, le Folon, le Cavali, le Guémon, San Pedro également. Oui, San Pedro, oui, mais San Pedro vient en deuxième position. En deuxième position. En deuxième position des cas les plus endémiques. Des cas les plus endémiques. J'ai même la carte ici, le taux d'incidence. Voilà. Ici, si la réalisation le permet. En rouge, on a le Tonkwi, le Guémon, le Bafing ici, le Cavali, le Folon, voilà, le Bonkani. Les zones plus en rouge sont les zones vraiment, vraiment touchées voilà, par le paludisme. Le top départ, parmi les zones endémiques donc, que l'on voit là, les mesures correctrices que vous avez adoptées pour combattre tous ces moustiques. Okay, donc, comme on le disait tout à l'heure, dans ces zones qu'on vient de citer, nous avons décidé d'intensifier les activités. Donc, nous avons commencé dans ces zones-là ce qu'on appelle la démoustication et donc les stratégies avancées. C'est-à-dire nous rapprochons les services de prévention de prise en charge des populations qui sont situées à plus de 5 km. Parce que celles-là n'ont pas souvent accès. Et donc, nous rapprochons les services de prévention de ces populations. Donc, la démoustication que nous faisons dans ces zones aussi, nous arrivons à expliquer. La démoustication nous permet d'expliquer à la population pour faire reconnaître les gîtes larvaires à la population, afin que la population arrive à les détruire. Une fois que la population reconnaît les gîtes larvaires, elle peut mieux les détruire. Et après cette reconnaissance des gîtes larvaires, il y a ce qu'on appelle la fumigation. Donc, pour détruire maintenant les moustiques adultes. Donc, au cours de la démoustication dans ces 4 premières régions, comme vous l'avez cité, qui sont Ndéné-Guablé, Moronou, le Nzing et le Bélier, oui, c'est cette activité qui est en train d'être faite actuellement, qui est en cours. Mais les autres régions, nous allons pouvoir les toucher à partir de l'année prochaine. Donc 4 régions tout d'abord et oui, puis les autres régions beaucoup plus tard. Voilà, maintenant... Pourquoi on ne fait pas l'ensemble en même temps? Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, l'enveloppe que nous avons ne peut pas couvrir les 9 régions les plus endémiques. C'est quoi le coût de tout ça? Je dis cher parce que déjà pour les 4 régions, environ 2 milliards. D'accord, ok. Et puis il y a un ennemi, hein, lorsque vous faites il y a la pulvérisation intradomiciliaire également que vous faites. Oui, la pulvérisation intradomiciliaire, comme on disait l'élément tout à l'heure, on l'a fait à Sakassou, on le fait à Sakassou et à Nassian, parce que Sakassou, quand on prend le Béquet, dans le Sakassou est le district le plus endémique, et dans le Bokani, le Nassian est le district le plus endémique. Donc ce sont ces 2 zones qui ont été éligibles pour la première pulvérisation intradomiciliaire. D'accord, et on a terminé, mais cette dernière question, monsieur le coordonnateur, le directeur donc, du programme, où en est-on avec la recherche de vaccins? Merci beaucoup. La recherche de vaccins est bien avancée. Il faudra vous dire que parce que nous avons un vaccin, il y a eu un vaccin aux yeux qui est arrivé en phase 3, mais qui est en phase 4 aujourd'hui, et dont l'essai se fait au Ghana, au Kenya et au Malawi. Donc je pense que d'ici là, l'OMS va valider vraiment ce vaccin et on va pouvoir l'utiliser vraiment dans les différents pays. Merci. Et l'une de vos perspectives, c'est bien sûr la fin du paludisme en Côte d'Ivoire d'ici à 2030? Oui, notre objectif, aujourd'hui, c'est d'éliminer le paludisme. Et donc nous avons un plan stratégique 2021-2025 qui va nous permettre d'aller à la préélimination d'ici 2025 et aussi tendre vraiment vers l'élimination d'ici 2030. Merci.
Merci à vous. Docteur Tano Meya Antoine, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Je rappelle que vous êtes venu nous faire le point de la lutte contre cette maladie ici en Côte d'Ivoire. Merci encore à vous, à docteur Bleu-Thérèse également. Bon retour chez vous. Fin de ce magazine, fin de ce 13h. Aujourd'hui, vous en savez beaucoup plus sur le paludisme et on est heureux d'avoir contribué à cela. N'oubliez pas de respecter les mesures pour éviter le paludisme, mais aussi celle pour éviter le coronavirus. On se lave les mains régulièrement à l'eau et au savon, on porte son masque de protection et quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop.